Dans un monde où règne méfiance et polémique. Quelle ne fut ma surprise lorsqu'un beau matin, alors que je parcourais mon fil d'actualité, je tombe sur cet article du journal Le Monde. La proposition de loi sur le secret des affaires adoptée à l'Assemblée. L'objectif de cette loi, d'après l'article et son rapporteur, est de protéger nos entreprises contre l'espionnage économique, le pillage industriel et la concurrence déloyale. Jusqu'ici, why not? Mais c'est au deuxième paragraphe que ça devient intéressant. On nous dit que certains journalistes, syndicats et associations dénoncent une entrave à la liberté d'expression, à la liberté de la presse et à la protection des lanceurs d'alerte. On nous dit que certains scandales, comme le Mediator, le Bisphénol A ou des affaires comme les Panama Papers ou les LuxLeaks ne pourront plus être portés à la connaissance des citoyens. Franchement, y a de quoi se jeter dessus. On se sent bafoué. On a envie de sortir dans la rue. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue dans On se détend les gonades. Avant de commencer, sachez que cette vidéo n'a pas pour but de promouvoir la loi, mais de critiquer l'emballement médiatique autour de celle-ci en prenant un peu de recul. Alors, tout d'abord, je préfère préciser pour les tatillons du fond que cet article fait référence à une tribune du Monde. Il s'agit donc d'un avis personnel d'un groupe de personnes, et cela n'engage en rien la rédaction du journal en question. Cela dit, ce qui me titille un peu le fondement, c'est que c'est un article que j'ai souvent revu partagé sur les réseaux sociaux. Et c'est un article qui est souvent pris comme argent comptant, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'une interprétation d'un texte de loi. Interprétation que vous êtes tout à fait en droit de remettre en question, comme la mienne. Alors le plus simple pour se forger un avis, ça serait peut-être de lire le texte de loi, non? Alors oui, je suis d'accord, c'est imbitable des fois. C'est des phrases à rallonge, il faut relire plusieurs fois pour comprendre le sens. En plus, moi j'ai eu 6 au bac de français, donc bon, c'est pas de la tarte quoi. La première section, elle nous donne les conditions pour qu'une information relève du secret d'affaires. En gros, l'alinéa 1, ça veut dire que tu ne peux pas accuser une entreprise d'avoir violé le secret d'affaires si l'information peut être connue de tous sans problème. Je vais essayer de te trouver un exemple. Imaginons t'es un confectionneur de bidets, et t'as trouvé un petit mouleur de céramique qui te fait tes moulures de bidets à bas prix. Du coup, t'arrives à vendre tes bidets moins cher que la concurrence. Et puis là, il y a un de tes concurrents, il découvre l'existence de ce petit mouleur de bidet. Et il se met lui aussi à commander des moulures là-bas. Alors toi, tu pourrais dire qu'on t'a volé l'info, c'est dégueulasse. Mais bon, ton petit mouleur de bidet, on peut trouver son nom dans le bottin. Du coup, c'est pas spécialement un secret d'affaires, quoi. Enfin voilà, quoi. J'ai pas trouvé de meilleur exemple. L'alinéa 2, je suis d'accord, il est un peu foireux. Et vague. Si je devais te donner un exemple, ça serait... la sauce du Big Mac. Tu vois, la sauce du Big Mac, c'est elle qui donne son goût au Big Mac. Ce goût si particulier. Ces saveurs que tu ne sais pas d'où elles viennent, et qui en même temps te procurent énormément de plaisir, et en même temps tu te sens tellement sale quand tu manges un Big Mac. Sale et plein de gras et de sale. Du coup, cette sauce qui donne ce goût si particulier au Big Mac, c'est la valeur commerciale du Big Mac. Et c'est pour ça qu'elle est secrète. Enfin voilà quoi, j'espère que c'était assez clair comme exemple. Encore une fois, j'étais assez inspiré. Et enfin, l'alinéa 3, c'est pour spécifier qu'une entreprise qui voudrait avoir recours au secret d'affaires, devra prouver qu'elle a suffisamment bien protégé ses documents pour empêcher toute divulgation. Genre, si ton plan marketing est en libre accès dans les chiottes publiques de l'entreprise, tu pourras pas venir chialer qu'on t'a violé le secret d'affaires. Et je préfère préciser que, pour être considéré comme un secret d'affaires, il faut remplir l'ensemble de ces 3 conditions. Pas une, pas deux, l'ensemble. Ça veut dire les 3. Passons au deuxième article. Il nous définit les moyens d'être considéré comme un détenteur légitime d'un secret d'affaires. Bon, le premier alinéa... il me paraît assez clair quand même, pas besoin d'exemple. L'alinéa 2, j'ai plus du mal à le comprendre.
Mais j'ai l'impression que c'est plus pour dire que, genre si tu t'es approprié un objet ou un produit légalement, t'as le droit de bénéficier des découvertes que tu feras dessus, même si le produit n'est pas de ta confection. Genre, imaginons, t'as acheté une poire à lavement et puis tu découvres qu'en appuyant dessus, ça ouvre un portail tridimensionnel vers une autre dimension. Coucou, tu veux voir ma bite? Bon là, je pense que le mec qui a inventé la poire à lavement, il pourra pas te dire c'est à moi, secret d'affaires quoi. Et enfin, l'alinéa 3, lui, il protège tes skills quoi. Du moment que tu les as acquis de manière légale. T'auras du mal à accuser quelqu'un de t'avoir volé ta technique de crochetage quoi. Ensuite, on a les conditions qui rendent l'obtention d'un secret d'affaires illicite. Donc avant ça, il faut avoir prouvé que l'information relève du secret d'affaires et qu'on en est le détenteur légitime. Bon, pour résumer l'article, tu violes le secret d'affaires si tu divulgues une information sans l'accord de son détenteur légitime et que c'était spécifié que c'était censé rester secret. L'article précise aussi que pourra être accusé de violation du secret des affaires une tierce personne qui aurait utilisé les dites informations dans un but commercial, ou tout complice qui ne pouvait ignorer que les informations relevaient du secret des affaires. Et enfin, la 4e section, celle qui nous intéresse le plus, c'est quoi qui fait la nique au secret d'affaires. Alors la première ligne, c'est l'État qui pose ses burnes sur la table. Si c'est l'État ou l'Union Européenne qui le demande, alors nique le secret d'affaires, on veut la paperasse. L'alinéa 1, c'est pour les copains de la presse, donc eux, ils sont peinards. L'alinéa 2, c'est pour dire que tu fais la nique au secret d'affaires si c'est pour balancer des petites raclures qui font de la merde. Et ça fait aussi écho à l'article 6 de la loi Sapin 2 au sujet des lanceurs d'alerte. Et pour ceux qui sont tatillons sur le de bonne foi, c'est mot pour mot ce qui est marqué dans la loi Sapin 2, qui définit le statut de lanceur d'alerte. Je dis ça, je dis rien. Elle est un peu snob cette expression, vous trouvez pas? C'est un peu condescendant et lâche en même temps parce que le mec il te fait une remarque mais il l'assume pas totalement parce qu'il dit moi je dis rien quoi. Donc moi je lui dis si tu dis rien ferme ta gueule quoi. Mais c'est vrai que le mec te fait quand même une remarque, donc j'ai un peu envie de lui mettre un lion dans la tronche juste pour lui apprendre à assumer ses idées, tu vois. Enfin moi je sais pas, je pense que c'est un droit civique. Enfin bref, j'en étais où moi au fait? Alors ah oui, alinéa 3. Bon alors celui-là je trouve assez clair, c'est genre si tu veux dénoncer un truc qui va à l'encontre de l'intérêt public de la nation, ça passe quoi. Genre un geste patriotique. La France, enfant de la patrie. Alors après, il y a la deuxième partie de l'article. Donc pour le premier alinéa, j'aurais aimé vous l'expliquer, mais bon, le droit de l'information, c'est un truc tellement vague juridiquement parlant que je pense que c'est laissé à l'appréciation d'un juge. Mais ça voudrait dire qu'une entreprise ne peut pas cacher à ses propres employés des documents administratifs tels que des bilans comptables ou des rapports d'assemblée générale. Et le deuxième alinéa, en gros, ça veut dire que si tu notifies une irrégularité à ton boss, dans le cadre de ton taf, il pourra pas t'accuser d'avoir violé le secret d'affaires. Exemple, on t'a mandaté pour contrôler une fabrique de petits beignets fourrés aux pépites de chocolat. La charte précise qu'il doit y avoir au moins 4 pépites de chocolat par beignet. Mais toi, en regardant bien, tu te rends compte qu'il y en a souvent que 3. Et ton boss, il pourra pas te dire « Ah non, tu viens de révéler notre grand secret pour se faire des marches de malade. Tu viens de me violer profondément le secret d'affaires. » Encore une fois, un exemple de qualité. Voilà. Maintenant, passons à la pratique. On va revenir sur nos articles de coquinou. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà mettre dans la catégorie bullshit visant à nous faire sointer du sphincter? Déjà ça. C'est quand même écrit noir sur blanc dans le projet de loi que le secret d'affaires est caduc s'il s'agit de santé publique. D'ailleurs, la lanceuse d'alerte Irène Frachon n'a jamais été condamnée pour quoi que ce soit. Et pour le bisphénol A, y a pas vraiment de lanceur d'alerte. À la base, c'est des études scientifiques et des agences de santé qui ont pointé du doigt son possible danger. Par contre, pour les LuxLeaks et les Panama Papers, je suis d'accord, ce qui est marqué dans la loi, c'est pas très précis. Cela dit, la fraude fiscale, c'est un peu considéré comme un acte répréhensible, non? Et à ma connaissance, pour les Panama Papers, aucun journaliste n'a été condamné en France. Alors que légalement parlant, ils ont fait fuiter des documents confidentiels relevant du secret professionnel. Faut être un peu lucide. Il y a déjà des tonnes de lois qui protègent les entreprises en cas de fuitage de documents. Mais la justice, elle sait faire la part des choses quand la dite fuite est justifiée. On le voit bien pour le procès Deltour. Le lanceur d'alerte, il a été relaxé par la Cour de cassation. Après, on pourra jamais empêcher les entreprises visées par les lanceurs d'alerte de porter plainte contre eux. Mais ils le faisaient avant cette loi et ils le feront après. Et si les révélations sont un tant soit peu justifiées, le secret d'affaires il tient pot de zob en fait. Faut aussi préciser qu'avant la loi Sapin 2, il n'y avait pas de statut de lanceur d'alerte. Par contre, il y avait la dose de loi pour protéger les entreprises. Genre le secret commercial, le secret industriel, le secret professionnel, l'obligation de confidentialité. Donc avant, tu voulais dénoncer une entreprise, tu serrais bien les fesses. Avec le statut de lanceur d'alerte, c'est quand même bien plus simple de se défendre, non ? Maintenant, on va regarder un petit extrait vidéo. Ça se passe à l'Assemblée nationale. Et on va écouter ce qu'ont à dire les opposants de cette loi. Donc ce sont les entreprises elles-mêmes qui définissent ce qui relève du secret des affaires. Alors oui et non. Au sein de l'entreprise, je suis d'accord. Elles peuvent définir tel document ou telle information comme confidentielle. Par contre, face à un juge en cas de litige, il faudrait qu'elle le prouve. Et c'est pas juste en marquant tous ces documents avec un tampon confidentiel qu'elle y arrivera.
Avec cet amendement, nous voulons inverser la charge de la preuve. Vous dites que cette transposition de la directive ne va pas créer une arme de dissuasion pour les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte vont devoir montrer leur bonne foi lorsqu'ils sont attaqués par une entreprise plaignante. Nous proposons donc de renverser effectivement la charge de la preuve. Il revient ainsi à la partie poursuivante de faire la preuve que les faits qu'elle dénonce sont bien réels. Il n'appartiendra plus au lanceur d'alerte de prouver sa bonne foi, mais à l'entreprise plaignante de montrer que la divulgation d'informations est illicite. C'est exactement ce qui se passera si une entreprise se met à accuser un lanceur d'alerte. Encore une fois, on peut pas leur empêcher d'essayer de sauver la face. Mais c'est pas parce qu'ils arrivent à ouvrir un procès qu'ils vont forcément le gagner. Alors dans le cadre de grosses multinationales face à de petites entreprises, je suis d'accord, il y aurait un certain déséquilibre. Par contre, en ce qui concerne une personne qui aurait fait fuiter des documents pour mettre en évidence une fraude ou un danger pour l'intérêt public, ça me paraît assez safe au vu des dérogations vis-à-vis du secret des affaires. Après que le lanceur d'alerte ait approuvé qu'il est bien un lanceur d'alerte, je vois pas trop d'autres moyens de différencier un véritable lanceur d'alerte d'un simple voleur. Et quand tu divulgues des informations qui mettent en évidence de la fraude fiscale, un danger sanitaire ou autre, je pense que t'as pas trop lieu d'être inquiété par le secret des affaires. Encore une fois, dans ce genre d'affaires, c'est rare que l'entreprise ne porte pas plainte, c'est son droit. Mais ça veut pas dire qu'elle aura forcément gain de cause. Et si elle porte pas plainte pour violation du secret des affaires, ce sera pour vol de documents, ou violation de secret professionnel, ou alors violation du secret industriel. Mais écoutons la réponse du rapporteur. Oui, avis défavorable. On a eu encore une fois ce débat aussi en commission. Démontrer ce que l'on allègue, c'est ce qui se passe, ce sont les règles actuelles du Code civil. Toute personne, la partie poursuivante, là dans notre cas, ça sera l'entreprise, si elle veut démontrer qu'on a porté atteinte à son secret des affaires, évidemment qu'elle devra le démontrer. Évidemment qu'elle devra apporter la preuve, elle devra démontrer qu'elle est bien dans le cadre de la définition du secret des affaires, elle devra en apporter la preuve, et ensuite il y aura un débat avec éventuellement le journaliste qui dira que non, lui, il agissait dans le cadre d'un intérêt public, etc. Et il demandera l'exception. Mais on reste dans le cadre normal d'un procès civil. Encore une fois, on est dans le cadre d'un procès civil, de cette partie de ping-pong entre les deux parties. Et donc, démontrer ce que l'on allègue, c'est la règle de base de tout procès civil. Donc pour moi, c'est satisfait et donc avis défavorable. Voilà, c'est chose prouvée. Il explique 1000 fois mieux que moi. Le respect du secret des affaires, pourquoi pas, mais on pourrait demander d'abord aux entreprises de respecter nos vies privées. Elles demandent qu'au moins ne soient pas considérées comme relevant du secret des affaires les données qui auraient été recueillies, qui auraient été obtenues sans le consentement des usagers. Avis défavorable. Je crois que plutôt cet amendement, vous devriez le présenter dans le cadre de la discussion actuelle sur le RGDP. C'est dans ce cadre-là là encore on est dans le cadre d'une transposition d'une directive, c'est dans ce cadre-là où on doit encadrer plus strictement selon vous, mais c'est dans ce cadre-là qu'il faut présenter cet amendement pour encadrer le profilage, donc avis défavorable. Mais alors, c'est quoi le RGDP ? C'est ça. C'est une loi européenne qui obligera toute entreprise pratiquant la collecte de données personnelles à en prévenir les dites personnes concernées et à en justifier l'usage auprès d'un organisme indépendant. Alors, la loi est encore en débat ? Mais bon, il y a déjà un bon pavé de lecture à scoltiner pour en savoir plus. Et de ce que j'en ai lu, ça a l'air assez restrictif pour les entreprises, si ça peut vous rassurer. En conclusion, malgré ce qu'on peut lire, est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter pour notre liberté d'expression ? Du moins plus qu'avant. Est-ce que c'est vraiment une arme de dissuasion supplémentaire pour les entreprises ? Prédomine-t-elle sur la loi Sapin 2 ou les avancées législatives en termes de droit d'alerte ? Ou alors est-ce que l'avis d'un collectif n'aurait pas été relayé à tout va sans approfondissement de ce qu'il dénonce ? Je vous laisse le soin de répondre à ces questions. Sur ce, moi, j'ai fini. J'espère que tout ça vous a un peu détendu les gonades. Et surtout, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Allez voir les sources en description et forgez-vous votre propre avis. Et surtout, ne vous forgez pas d'avis que sur des articles de presse. Ce sont des gens comme nous, qui sont capables de dire de la merde. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le souligner en commentaire si j'ai dit de la merde. Moi aussi, je ne suis qu'un pauvre humain complètement biaisé par ma vision du monde. Mais faites preuve d'argumentation, ça serait mieux. Parce que si c'est juste pour me dire que je dis de la merde, moi ça m'aide pas trop quoi. À la prochaine les boys. Je reviendrai sur d'autres points ensuite. Avis défavorable. Oui, je suis là. C'est faux. C'est bon. Le problème, elle est extrêmement tautologique. Avis défavorable. Défavorable. Extrêmement tautologique. C'est faux. Je pense que les gens qui ont écrit cette tribune n'ont pas lu notre texte. C'est faux. Relisez-la et je la conteste. Je reviendrai sur d'autres points ensuite.
Avis défavorable. Démontrer ce que l'on allègue, ce sont les règles du Code civil. Évidemment qu'elle devra le démontrer. Démontrer ce que l'on allègue, c'est la règle de base de tout procès civil. Oui, mais je suis là. C'est faux. Je reviendrai sur d'autres points ensuite. Avis défavorable. 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 Avis défavorable.